Vous en avez marre de votre travail? Vous levez tous les jours à 6 h du matin pour faire quelque chose que vous détestez toute la journée ne vous épanouit pas? Vous détestez plus voir la tête de votre patron aigri que vous faire arracher les ongles de pied dans une cave ukrainienne? Alors j'ai la solution pour vous. Nos meilleurs conseillers sont désormais là pour vous aider. Envoyez Blast le Sauveur au 00 000 001. Blast le Sauveur au 00 000 001. Coût d'un SMS normal plus 1,53 € de charge hors taxe. C'est pas fini ce charabia? Qu'est-ce qui vous prend? Eh bien je suis là pour vous servir. Allez plutôt jeter un œil à l'étymologie du mot travail, issu du latin populaire tripaliare, signifiant tourmenté et torturé avec le trépalium. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est d'une importance de taille. Il concerne directement nos vies. Contrairement à d'autres sujets en philosophie, le travail est concret. D'autant plus que nous en avons tous déjà fait l'expérience. En passant par Chaplin, Épictète, Marx ou encore moi-même, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Le travail rend-il heureux? Question plus qu'importante, sachant que nous passons plus d'un tiers de notre vie à travailler. Et ça, vous n'y aviez pas encore pensé? Pour commencer, je vous demanderai juste un instant afin que je définisse de manière académique les deux termes clés. Bon sang, arrêtez. Je me suis renseigné et j'ai appris que ce qui est trop académique ne plaît pas à la génération Z. Génération Z? Génération Zemmour, vous voulez dire? Hein? Génération Zarathustra? Bon, laissez-moi faire. Pour que vous puissiez bien suivre le reste de la vidéo, voici les mots à maîtriser. Le travail, c'est l'ensemble des activités manuelles ou intellectuelles exercées par l'homme pour parvenir à un résultat utile déterminé. Celui-ci est généralement rémunéré, mais la rémunération n'est pas un critère obligatoire du travail. On pourra par exemple dire d'un bénévole qu'il travaille, quand bien même il n'est pas rémunéré. Enfin, le mot heureux veut tout simplement dire marqué par le bonheur ou qui jouit du bonheur. Alors ça, c'est incisif. Oui. Et pour tout vous dire, l'exercice me plaît beaucoup. Il faudrait que je définisse les termes plus souvent. Bon, maintenant que cela est fait, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. En commençant par un indispensable. Si l'on souhaite lier les effets du travail au bonheur de chacun, la première chose à faire est de tenter de repérer l'utilité du travail et les fonctions qu'il a toujours remplies au cours de l'histoire. C'est en 40 000 ans avant notre ère que les premières formes de travail virent le jour. Alors au début, il n'y avait pas de structure précise, ni d'entreprise et de patron, mais les différentes tâches qu'effectuaient les hommes remplissaient sensiblement le même but qu'aujourd'hui, assurer leurs besoins vitaux. Manger, boire, détenir un abri, cela est essentiel pour l'homme, mais ça ne tombe pas du ciel. Pour pouvoir manger, boire et posséder un abri, l'homme doit utiliser ses mains et son cerveau. L'évolution fit son travail, et lorsque l'humanité atteint des modes de vie plus civilisés, les travaux changèrent. De la chasse, on passa à l'élevage. De l'aménagement des grottes au départ, on construisit des temples et des bâtiments. La fonction principale de ces travaux changea aussi. Bien sûr, elle consistait toujours à faire en sorte que les hommes se nourrissent, boivent et s'abritent. Mais le travail ne leur offrait pas directement cela. Il leur offrait maintenant l'argent. Argent qui, in fine, permettait de manger, de boire et de trouver un foyer. De petits groupes de travailleurs à l'époque préhistorique, on passa à des chantiers de plusieurs centaines d'individus dans le but de gagner en productivité et en possibilité grâce à l'intelligence collective et à la main d'œuvre. Évidemment, la plupart des individus ne s'occupaient pas des tâches qui leur plaisaient profondément. La majorité des travailleurs héritaient du savoir-faire de leurs parents et de leurs instituteurs et travaillaient là où ils pouvaient se rendre utiles. Pour autant, cela ne veut pas dire que les gens n'étaient pas heureux. Et l'exemple d'Épictète, esclave et maître stoïcien durant l'Antiquité, suffit à le montrer. Quoi qu'il en soit, il convient de mettre en évidence l'utilité du travail pour le lier à l'effet qu'il peut avoir sur notre capacité à être heureux ou non. Le travail n'est jamais une fin en soi. C'est toujours un moyen de gagner de l'argent, un moyen de créer des choses utiles pour l'homme, etc. En sachant cela, il n'est alors pas difficile de mettre en évidence le rapport entre travail et bonheur. Puisque, pour connaître le bonheur, il faut déjà que nos besoins fondamentaux soient remplis. Besoins fondamentaux qui sont l'accès à la nourriture, à l'eau et à un logement. Et que le travail permet justement de remplir ces besoins fondamentaux de par la rémunération qu'il nous offre. Nous pouvons penser, de prime abord, que le travail est un moyen fondamental pour accéder au bonheur. Et avant qu'on tente de me dire le contraire, imaginez quelques situations. Si vous n'aviez pas de travail, que feriez-vous de vos journées? Eh bien, je prendrais des vacances, à vie. Mais alors, deux problèmes se posent. Comment rempliriez-vous vos besoins fondamentaux? Et comment pourriez-vous vous sentir heureux si vous étiez en vacances tout le temps? Certes, on apprécie être en vacances.
Mais c'est justement car les vacances sont exceptionnelles qu'on les apprécie. Si nous étions tout le temps en vacances, à nous amuser à longueur de journée, je peux vous assurer que vous regretteriez vite le temps où vous travaillez. Enfin, laissez-moi soulever un dernier point intéressant. Au-delà même de répondre à nos besoins primaires, le travail ne revêt-il pas une dimension spirituelle? Vous nous avez pris pour des adeptes de chamanisme ou quoi? En effet, le travail remplit une grande partie du temps que nous avons. Il nous permet de faire des tâches qui ont forcément une certaine utilité pour la vie en société, il nous amène à rencontrer du monde, à bouger, à utiliser nos mains et nos cerveaux, et plus que tout, il donne du sens à nos actions. Si nous n'avions plus de travail, je peux alors vous assurer que plus de la moitié de la population tomberait dans un état dépressif profond, ne trouvant plus aucun sens à leur existence, ne sachant que faire des journées qui leur sont données. Le travail, ce n'est pas seulement la satisfaction des besoins, la préparation du lendemain ou l'avancée en commun. Le travail, c'est surtout l'évitement du néant et la recherche du dépassement. Le travail, c'est la santé. N'est-ce pas ce qu'on a toujours dit? Bah allez dire ça aux pauvres gens dans les camps de travail forcé. On verra bien leur réaction. Je vous trouve très énervé aujourd'hui. Vous avez quelque chose à revendiquer? Non, pas forcément, mais vous parlez du travail comme d'une chose belle, noble et joyeuse, alors que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ça, je sais. Notez quand même que les bons côtés du travail sont nombreux, et qu'il faut les souligner. Mais vous êtes totalement déconnecté de la réalité, ma parole. J'ai bien des choses à vous apprendre, moi. Comme quoi? En effet, tout n'est pas tout beau tout rose dans le monde du travail. Le côté sombre prendrait presque le dessus. Bien loin des moments où une bande de collègues rigole devant la machine à café, le travail a aussi une face sombre qu'il convient ici d'éclairer. Karl Marx, philosophe du 19e siècle, connu pour avoir promu le communisme, voulait nous faire comprendre, à travers plusieurs œuvres, à quel point le travail peut prendre des proportions graves pour nous autres. Le travail lui-même est nuisible et funeste, non seulement dans les conditions présentes, mais en général, dans la mesure où son but est le simple accroissement des richesses. Souvent associé à l'idée d'aliénation, le philosophe voyait le travail comme un moyen d'exploitation des plus pauvres par les plus riches. Ce qui n'est pas totalement faux, étant donné que la force du capital permet à des hommes richissimes de créer un maximum de profit en fournissant peu d'efforts, notamment parce qu'une armée de prolétaires sont prêts à faire le sale boulot à leur place. Ils n'ont pas vraiment le choix plutôt. Cela est d'ailleurs merveilleusement bien illustré dans Les Temps modernes de Charlie Chaplin, film dans lequel le protagoniste vit une vie misérable où il passe du temps à l'usine. Forcé de faire des mouvements répétitifs toute la sainte journée, victime d'une machine visant à lui permettre de manger tout en continuant à travailler, le bonhomme finira par devenir fou avant de se retrouver en prison. Le pire, c'est que pendant tout ce temps, son patron, exempt de travailler, s'amuse à jouer au puzzle ou à surveiller ses salariés. Dans ces conditions, le travail nous rapproche de tout, sauf du bonheur et de la paix intérieure. Perçu par tous comme un simple moyen de vivre en subvenant à ses besoins, il est souvent fait à contre-cœur puisqu'il n'est pas plaisant. Mais bon, que voulez-vous? Il faut bien vivre après tout. Vivre? D'accord. Mais peut-on parler d'une vie pour les millions de personnes qui sont en souffrance psychologique à cause de leur travail? Il est clair que dans ce cas, leur travail ne contribue pas à leur bonheur. En apparence tout du moins. En apparence parce que s'ils effectuent un travail qui ne leur plaît pas, c'est aussi pour accumuler assez d'argent afin de vivre décemment. Quand je dis vivre décemment, je parle de pouvoir répondre à ses besoins primaires. Sans cela, les gens meurent ou sont contraints de vivre dans la rue. Alors certes, dans cette situation, plus de problèmes liés au travail puisqu'on n'a plus de travail. Mais désormais, il faut faire face à d'autres problèmes, tout aussi ravageurs. Le manque d'argent, la difficulté à se nourrir et à s'abriter, et j'en passe. Le film Les Temps modernes est encore une fois assez évocateur du problème. Charlie Chaplin déteste son travail misérable à l'usine. Mais lorsqu'il le perd, il fait tout pour y retourner, puisque c'est là le seul moyen qu'il a de vivre décemment. Bon, il peut tout aussi bien voler ou faire la manche à la place, mais c'est une autre histoire. On peut alors se poser la question suivante. Les personnes étant sensiblement dans la même situation que Charlie, c'est-à-dire une grande partie du monde, travaillant dans des métiers difficiles qui ne leur plaisent pas, plus ou moins que Charlie, et pouvant connaître plus ou moins la même situation que lui dans le cas où ils arrêteraient de travailler, peuvent-elles connaître le bonheur en continuant à travailler? Eh bien Épictète vous répondrait un grand oui, puisque le bonheur ne dépend que de notre état d'esprit, et notre état d'esprit ne dépend que de notre volonté et de notre jugement. Mais tout le monde n'est pas stoïcien, mon ami. Tout le monde n'est pas stoïcien et n'a pas vocation à l'être. Et si tous ces gens cessaient de travailler, il n'est pas dit qu'ils auraient plus de chances d'être heureux. D'autant plus que cela poserait de sérieux problèmes au niveau économique. Complexe cette affaire. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini car il s'agit aussi de prendre en compte le fait qu'un travail n'est pas seulement constitué de tâches diverses et variées. Un travail, c'est aussi des impératifs, des horaires qu'on ne choisit pas, un salaire et des contraintes qui ne dépendent pas de nous, des collègues énervants, d'affreux clients, des délais à respecter. Et pour un bon nombre d'individus, ces contraintes sont une source de pression supplémentaire pouvant nuire à leur bonheur. On en arrive donc à considérer que même dans un cas où un individu peut subvenir à ses
besoins primaires en faisant des tâches qui lui plaisent, il ne serait pas forcément heureux puisque tous les effets de son travail ne participeraient pas à son bonheur. Et encore pire, même si l'on effectue un travail qui nous plaît et nous permettant de subvenir à nos besoins. Que faire du besoin d'accomplissement et du besoin de reconnaissance? La satisfaction des besoins primaires est un indispensable au bonheur, mais l'on n'atteint pas forcément le bonheur une fois que ces besoins sont satisfaits. En outre, le travail ne rend pas fondamentalement heureux, mais il constitue une voie d'accès au bonheur. Je parle du travail en tant qu'activité manuelle ou intellectuelle visant à produire des effets utiles pour la vie en société, et pas du travail à l'usine comme Charlie, nous sommes bien d'accord. Trop de raisons peuvent d'ailleurs faire du travail une voie d'accès rapide au malheur de certains. Je suis même prêt à parier qu'il y a dans le monde plus de gens malheureux à cause de leur travail que l'inverse. Jusque là donc, le mystère n'est toujours pas élucidé. Mais venons au bout de cette enquête, en accueillant un nouvel invité. Après avoir quitté son travail, été arrêté, avoir sauvé des policiers, Charlie Chaplin connaît sa meilleure vie. Il est dans une cellule confortable, ami avec tous les gardiens, peut lire le journal, manger à sa faim et tout cela sans rien faire. Mais vient le moment où celui-ci doit quitter la prison. Et étrangement, ce n'est pas ce qu'il souhaite. Tout ce que veut le bonhomme, c'est une vie simple, que ses besoins fondamentaux soient remplis et qu'il puisse se divertir un minimum. Pour lui donc, le travail ne représente rien de plus qu'un moyen de satisfaire ses besoins primaires. Et si ceux-ci sont remplis d'une manière ou d'une autre, il se fiche grandement de travailler. Mais Charlie Chaplin est un bonhomme particulier et je doute que son mode de vie de simple d'esprit convienne à tout le monde. En effet, lorsqu'il s'agit de réunir travail et bonheur, une œuvre à milieu des temps modernes de Charlie Chaplin me vient en tête. Candide de l'optimisme de Voltaire. À travers cette œuvre, Voltaire n'a pas fait que représenter les préoccupations du siècle des Lumières. Il a aussi et surtout mis en avant le concept de bonheur et les possibilités que nous avons de l'atteindre. À la toute fin du conte, après avoir été confronté à la misère, au malheur, à un esclave dont la jambe a été arrachée et à un paquet d'autres faits fort peu sympathiques, Candide se retrouve dans un domaine agricole accompagné de plusieurs de ses camarades. Alors, assagi par tout ce qu'il a pu voir, plus réaliste qu'auparavant, Candide expose sa pensée. « Je sais aussi, dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. »« Vous avez raison, dit Pangloss, car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, pour qu'il travaillât, ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner, dit Martin. C'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Il sera notamment précisé que le travail éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. Et si le travail participe à la disparition de l'ennui, du vice et du besoin dans nos vies, il est par définition un moyen d'accès au bonheur. C'est d'ailleurs une chose bien étrange que l'on peut constater avec les mordus de travail. Leur travail est l'activité dans laquelle ils s'investissent le plus, et bien souvent, arrivés à la retraite, leur vie perd tout son sens. Là réside une des caractéristiques les plus importantes du travail. C'est une des seules activités capables de donner du sens à notre existence. Et n'est-ce pas les activités qui donnent du sens à nos vies qui nous mènent directement vers le bonheur? À la toute fin des temps modernes, Charlie Chaplin, résolu d'acquérir une maison dans laquelle il pourra vivre avec la gamine qu'il a rencontrée plus tôt, se voit devenir heureux lorsqu'ils sont ensemble dans la misère et qu'il quitte la ville pour trouver du travail ailleurs. Il devient heureux en sachant qu'il restera pour encore longtemps avec cette jeune femme et qu'il n'aura qu'à trouver un travail pour voir leur rêve devenir réalité. Certes, le travail fatigue, endolorit le corps et nous assujettit parfois. Mais le fait qu'il nous permette de vivre tout en donnant du sens à ce que l'on fait, ne suffit-il pas à dire que le travail est, de manière intrinsèque, un indispensable pour l'accès au bonheur? Une vie sans travail est une vie vide, pauvre et mécanique. Et Charlie avait beau être très heureux dans sa cellule dorée, il n'empêche que la plupart des pauvres d'esprit ne connaîtront jamais le vrai bonheur. Le vrai bonheur demande un cheminement intellectuel profond, des expériences, des rencontres, des souffrances, des moments où l'on descend et des moments où l'on remonte. Et ce cheminement intellectuel, ces expériences et ces rencontres, sont-elles accessibles à ceux qui ne travaillent pas? Est-il possible d'être suffisamment riche mentalement pour connaître la vraie sagesse qui nous permet d'accéder au bonheur, tout ça sans travailler? Personnellement, je ne pense pas. Et que dites-vous de ça? Épictète aurait-il trouvé le bonheur s'il n'avait pas été esclave? Et déjà, s'il n'avait pas été esclave, l'aurait-il cherché le bonheur? Je m'en vais donc vous laisser méditer là-dessus. Mais avant de vous quitter, oui, le travail peut nous rendre heureux. Il est une expérience de la vie que l'on se doit de connaître pour avoir le recul nécessaire à l'atteinte du bonheur. Même les activités qui ne nous plaisent pas ont des choses à nous apprendre. Même le terrible emploi que trouve Chaplin à l'usine peut le rendre plus fort. Tout est bon à prendre. Bien entendu, mieux vaut ne pas faire dépendre votre bonheur uniquement de votre travail. Une vie est faite de relations, d'expériences en somme. Et heureusement, celle-ci ne se limite pas à votre activité professionnelle. Alors qu'importe les difficultés, la fatigue ou la sensation d'être exploité, pour être heureux, il faudra tôt ou tard que vous y passiez. Comme l'a si joliment dit Épictète, le vieux sage, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites.
Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. Votre bonheur est juste là, tout près de vous. Seulement, il vous manque les lunettes qui vous permettront de le voir. Cela est bien dit, répondit Candide. Mais il faut cultiver notre jardin.